Je vais tout de suite me tourner vers Monsieur Jean-Luc Rilos, qui va lui aussi nous parler de handicap, mais plutôt sur un angle un peu différent que précédemment. Je rappelle que vous représentez la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. C'est à vous, monsieur, pour 20 minutes. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Luc Rilos, directeur adjoint à MMPH, en charge de la décision, du suivi et de l'évaluation, bien évidemment. Donc, on peut y aller. Donc, le projeter, en fait. OK. Donc, suivant. Donc, en fait, je vais vous parler en deux parties. On va commencer par une définition du handicap. Et après, je vais vous parler des droits et prestations en fait, à la MMPH et puis quelques informations pratiques. Et surtout, en fait, vous parler aussi en deuxième point en fait, de nos missions. Ça est suivante. Sur la définition du handicap. Qu'est-ce que le handicap? Je crois que tout part de là. On l'a dit tout à l'heure. C'est ceux qui placent, en fait, qui va mettre en place les maisons départementales en fait, des personnes en situation de handicap. C'est la loi du 11 février 2005. Là, c'est la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou de troubles invalidants de santé. Dès la définition, en fait, le cadre est posé. Là, nous sommes dans le cadre, en fait, cancer et travail. Mais la situation, en fait, c'est quelle que soit l'origine, on est sur les conséquences, en fait, de la pathologie. Plusieurs pathologies peuvent emmener, en fait, aux mêmes conséquences. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on va arriver, toutes les évaluations, tout ce qui sera fait, sera posé sur les conséquences. Et on le voit bien, subit, en fait, toutes les limitations d'activité, toutes les restrictions qui seront subies dans l'environnement de la personne. Là, on va essayer un peu de déblayer dans l'environnement professionnel. Mais dans l'environnement de la personne, c'est son environnement familial, en fait, c'est son quotidien. Partout où la personne se trouve, parfois même dans les lieux récréatifs. Donc, quelques mots sur la MMPH. C'est normalement MDPH, mais depuis que nous sommes passés collectivité territoriale, elle est devenue la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. Question politique. Quelques missions, en fait. Donc, c'est le lieu unique. On l'a dit, on l'a déjà présenté, en fait, les intervenants un peu avant moi. Donc, c'est le lieu unique pour nous faciliter les démarches d'accès aux droits et prestations des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Nous sommes un groupement d'intérêt public où se retrouvent en fait la CTM, l'État, les organismes de protection sociale, donc CGSF, CAS, etc. Donc, nos grandes missions. Et je suis ici, en fait, la mission d'information et de communication, donc d'où ma présence. Et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités. Accueil, orientation, accompagnement, évaluation, en fait, des besoins des personnes handicapées, attribution des droits et prestations, suivi de la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, je vais vous dire ce que c'est, et du plan personnalisé de compensation. Là, c'est déjà plus compliqué. On a déjà du mal, en fait, à évaluer. Donc, suivre les décisions sur le terrain, ça devient encore plus compliqué. Gestion, coordination, conciliation et médiation. Ben oui, nous prenons des décisions, nous disons des choses, mais les gens ne sont pas forcément d'accord avec nous. Donc, parfois, il faut réexpliquer, en fait, les décisions. Conciliation, médiation et aussi, je dirais, recours. L'instance, en fait, qui dirige la MMPH, c'est une commission exécutive qui, pour son budget, pour tout, qui est présidée par le président de la collectivité qui a délégué, en fait, une élue, Madame Yolène Langenne, qui est la conseillère territoriale. J'ai oublié de préciser, la MMPH est dirigée par Madame Denise Desambeaux. Les instances techniques, je vais essayer d'aller vite, en fait. On a tout dossier présenté à la MMPH et évalué, en fait, en équipe pluridisciplinaire. Auparavant, il y avait du temps de la Cotorée, un peu aussi la MMPH au départ, même DPH, il y avait de la mono-évaluation, c'est-à-dire que c'était du tout médical. C'était le médecin qui ouvrait le certificat médical, dans son petit secret médical, et qui disait, voilà, maintenant, il est intégré au sein des équipes,
Il ouvre et va parler en fait des déficiences et des limitations d'activité. Voici ce qu'entraîne en fait la pathologie de la personne. Voici la situation en fait. De la situation médicale, il va pouvoir établir en fait le lien avec toutes les déficiences. Donc il est au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Aucun dossier ne peut être traité seul. Donc au moins en pluridisciplinarité, je dirais médecin, assistante sociale, médecin, ergothérapeute, etc. Et c'est l'équipe pluridisciplinaire qui va déterminer un tout. Suivant. Le projet de vie. Là, on en a parlé depuis tout à l'heure. Il n'y a qu'une personne en fait qui connaît son dossier. C'est la personne en situation de handicap, qui connaît son environnement et qui peut nous aider à comprendre en fait et à mieux la suivre dans tout ce qu'elle fait, partout où elle est. Donc, il est le réceptacle des besoins, aspirations et souhaits de la personne handicapée. C'est une notion irriguant tout le dispositif actuel conçu par la loi de 2005. Il n'y a aucune limite à ça. On peut on peut faire sur le papier libre, on écrit ce qu'on veut. Il nous est arrivé que quelqu'un nous écrive justement cinéma en termes de projet de vie. Certains ont peut-être rigolé, mais pour nous, c'était tout un travail de savoir comment cette personne, en fait, en l'écoutant, elle veut aller au cinéma. Ah, et pourtant, qu'un mot, projet de vie, cinéma. Ben, il a fallu mettre des choses en place. Trouver tout ce qu'il fallait, je dirais, en termes techniques, en termes logistiques, pour que cette personne puisse accéder à une salle et puisse avoir, en fait, assister à son film de façon correcte et garder toute sa dignité. Il a fallu l'emmener. De même que vous voyez sur les plages, en fait, il y a des accessoires, en fait, des choses qui sont mises en place pour permettre aux gens de profiter de la plage. Les différents droits et prestations, en fait, on a un droit à la MPH. La prestation de compensation du handicap, c'est celle qui permet, donc, qui se trouve avec 5 volets. Donc, tout ça, en fait, ça rentre dans le champ du travail aussi. C'est les besoins d'aide humaine, les besoins, en fait, d'aide technique, d'aménagement du véhicule, les besoins exceptionnels de formation, par exemple, pour financer une formation, et les besoins aussi en aide animalière. Très peu ici. Une question, en fait, sur les droits et prestations. En fait, je vais vite pour arriver à la EQTH. Tout le monde en a parlé tout à l'heure. Donc, mais il y a aussi des droits et prestations concernant l'allocation adulte handicapé. C'est là, en fait, c'est une aide financière qui garantit un minimum de ressources. Parfois, tout le monde ne peut pas aller au travail. Donc, c'est en vain de ces institutions. C'est pas parce que, effectivement, qu'on a une situation de handicap qu'on va forcément toucher l'AAH. Elle est attribuée sous réserve de conditions de capacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée par la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Au niveau des instances, j'ai parlé de l'équipe pluridisciplinaire qui va proposer, en fait, un plan de compensation, qui va faire des propositions par rapport à un dossier, mais ils ne vont jamais décider. En droit français, celui qui propose, ce n'est pas celui qui va décider. Donc, c'est la Commission des droits en fait, qui va décider, la CDAPH, qui va décider, en fait, qui va décider, donc, des différents droits attribués. Donc, l'AAH, en fait, c'est des sujets à un taux. Les taux déterminés inférieurs à 50%, il n'y a pas. Supérieur à 80%, c'est de l'AAH d'office, quels que soient les revenus de la personne. Mais bon, là, c'est la CAF qui va regarder. Et là, pour nous, dans le cas présent, on se situe plus dans des fourchettes entre 50 et 79. Et là, on va apprécier la relation au travail, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Donc, c'est quoi la vulgairement appelée RSDRS? C'est la restriction, c'est lorsque le demandeur rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi, ne pouvant être compensées notamment par les mesures d'aménagement de poste au travail, ce que prévoyait par exemple la GFIP. Et la restriction doit être d'avoir une durée en fait minimale d'1 an. Et maintenant, on va arriver, slide suivante, au dispositif en favorisant l'accès à l'emploi. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2021, on a eu 8104 dossiers déposés pour 20 143 demandes à la MPH. En fait, dans un dossier, il y a des multi-demandes. Je peux avoir une demande de RQTH, je peux aussi avoir une demande de carte mobilité inclusion. Je peux avoir une demande d'âge. Donc, chaque dossier, on va dire en moyenne, il y a 2,8 demandes dedans. On a reçu plus de 10 500 personnes. On a reçu 41 000 appels, 41 755. Avec un taux de décroché encore qui reste à améliorer, qui est de 42%. Plus de 29 000 décisions prises.
Et là, on va dire que 28 180 personnes, 186 personnes ont au moins un droit ouvert. Les gens ont une carte, une prestation, une PCH, une AH. Et actuellement, en Martinique, on a 11 000, là ce matin, 11 035 personnes. 35 personnes, en fait, qui ont une RQTH, dont 5 990 femmes. Donc, la loi, en fait, de février par rapport à l'emploi, elle renforce le principe de non-discrimination, oblige les employeurs à prendre des mesures appropriées pour garantir l'égalité des traitements des travailleurs handicapés, recrutement, évolution professionnelle et maintien de l'emploi. Elle prévoit des mesures incitatives visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire. Donc, l'AGFIP en a parlé tout à l'heure sur l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Donc, c'est toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés, en fait, ont l'obligation d'embaucher. Mais sinon, ces sanctions permettent d'une contribution annuelle à l'AGFIP et au FIPH. La RQTH, tout le monde en a parlé tout à l'heure, et c'est là, en fait, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, on revient à quelle que soit l'origine, en fait, de la situation. Il y a une condition d'âge. La personne doit être dégagée vraiment de toute obligation scolaire. Donc, en principe, être âgée de plus de 16 ans, sauf si la personne est émancipée, ne vit pas chez elle, ne dépend pas, en fait, n'est plus, en fait, sur l'autorité des parents. Et ça m'amène, en fait, à préciser deux, trois trucs. Depuis tout à l'heure, on a dit qu'on a parlé de confidentialité du dossier. Et là, la loi, en fait, dit que la MDPH ne peut répondre qu'à la personne qui a déposé un dossier. Donc, je dépose mon dossier de RQTH, un dossier où je fais une demande de RQTH. Les gens ne pourront communiquer. À la MDPH, on ne peut communiquer qu'à la personne ou son représentant légal. Par représentant légal, on entend bien quelqu'un qui aurait, en fait, une protection juridique, tutelle, curatelle. Le conjoint n'est pas un représentant légal. Le mari, la femme, non. Mon mari a déposé un dossier, je voudrais savoir. Je ne peux pas répondre. Alors imaginez, je ne peux pas répondre à un employeur qui me dit « j'ai un salarié qui a déposé un dossier chez vous, qu'est-ce qu'il en est ?» Je vais l'entendre, cet employeur, surtout s'il s'agit de mes délais. Je vais regarder, je vais lui dire « je ne sais même pas de quoi vous parlez, laissez un nom. » Moi, je vais regarder et je vais agir sur le dossier si possible. Je vais répondre à la personne, mais jamais à son employeur. Donc, comment mettre le lien entre l'employeur et la personne? Il n'y a que la personne, on l'a vu dans la définition, qui est actrice de son projet, qui est actrice de son dossier. Il y a qu'elle, en fait, qui peut être amenée à un moment donné à communiquer. Et si elle veut. Si elle ne veut pas, ce n'est pas possible. Je prends l'exemple, même en interne chez nous, à MMPH, certains collègues ont une RQTH. Et puis ils étaient persuadés que la directrice savait. Non, elle n'a pas le droit. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans les dossiers. Elle ne sait pas, en fait, qui a déposé un dossier. Donc les gens sont là, sont assis tranquillement. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, se disent, mais vous ne faites rien pour moi, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a rien, et je n'ai RQTH. Non, on ne sait pas, vous n'avez jamais communiqué là-dessus. Il n'y a que la personne, en fait, qui peut informer son employeur de sa situation de handicap. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les réponses possibles, parfois, il y a non RQTH, si on n'entre pas dans le champ du handicap. J'ai oublié de préciser que pour entrer dans le champ du handicap, il faut que la situation dure plus d'1 an. Et là aussi, ça a toute son importance, en fait, tout à l'heure, au niveau de la médecine du travail. J'ai vu qu'il y a eu tout un cheminement et parfois, au bout de 2 ans, la personne est orientée, d'après ce que j'ai compris, vers la MMPH. Nous, on pense qu'il faut orienter la personne, je ne veux pas dire dès le diagnostic posé, mais au tout début. Dès que la durée prévisible, en fait, de la situation est supérieure à 1 an, il faut poser. Parce que ce qui va se passer, c'est que la personne qui arrive, je dirais après 1 an, 1 an et demi de soins, les demandes seront prises à la date de dépôt. Et ce qu'on va regarder, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, mais c'est la durée restant, en fait, sur les limitations. Combien de temps vont durer ces limitations? J'imagine qu'on me dit sur un certificat médical que les limitations, en fait, au bout de 6 mois, que tout sera réglé. Cette personne n'aura jamais une RQTH. Et les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais, etc. Mais il n'y a plus de limitation, en fait, d'activité.
ni de restrictions. Donc, l'appréciation de la qualité de travail handicapé, en fait, sur l'existence d'une altération d'une ou plusieurs fonctions et sur les répercussions éventuelles de cette altération sur les capacités de la personne à obtenir ou à conserver un emploi. Donc, les formalités, hein, c'est déposer le dossier. Qu'est-ce qu'on peut... Juste une petite coquille, à savoir que la durée doit être supérieure à 1 an et elle peut être définitive. Et dire aussi, en fait, que le certificat médical, ouais, la loi a un peu changé. Avant, c'était 6 mois. Maintenant, il est valable 1 an. Parce que, bon, ben, des personnes, on s'est rendu compte que les gens avaient un certificat médical et je fais pas, le certificat devient valide parce que les dossiers sont faits, les dossiers sont là complets. Il y a encore l'hésitation parce que je pense qu'il y a le regard de l'autre, il y a les jugements en fait qui sont portés et on hésite, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Non, il n'y a pas de jugement. Si on doit, on dépose un dossier à la MPH, on demande, déposer le dossier, c'est simplement dire, je suis dans une situation telle, est-ce que vous pouvez me dire à quoi j'ai droit pour étudier mes droits, oui ou non? C'est simple, les gens vont étudier et vont vous répondre. Maintenant, vous voyez qu'on a des situations qui peuvent être définitives. Ça explique que je pars. Avant, on avait une période, on nous disait il faut donner la législation. Le droit devait être ouvert sur 1 an, 2 ans, de façon à réévaluer tout le temps, pour voir si la situation de la personne évolue, etc. Après, on nous a dit, non, il faut mettre 5 ans maximum, 10 ans, parce qu'on va encore voir si ça... Mais tout ça, en fait, 1 an, vous vous rendez compte, on avait des délégués tellement à l'époque, pendant que vous répondez, la personne dépose un dossier. Les choses se croisaient. Maintenant, on peut aller sur du droit définitif. Tant pour les prestations financières comme l'AAH ou pour la RQTH, aussi pour la RQTH, si on sait que la situation, en fait, malheureusement, elle est stabilisée, elle ne va pas changer. Donc, il est de même, en fait, pour toutes les cartes, pour les cartes, hein, la personne a un problème au niveau de ses déplacements, donc une carte de stationnement peut être attribuée de façon définitive. Et il en est de même, en fait, pour la RQTH. Donc, les personnes, en fait, titulaires d'une RQTH font partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi au même titre que les titulaires d'une carte d'invalidité, d'une pension d'invalidité CGSS ou d'une rente suite à accident de travail. Donc, c'est exactement, donc ces personnes-là, en fait, les personnes qui ont la RQTH font partie de l'obligation d'emploi. Il y a des avantages. Donc, ouvrir l'accès à des dispositifs spécifiques de formation des personnes en situation de handicap. Ce qu'on appelle des établissements et services de réadaptation professionnelle. Permet d'accéder à la fonction publique, concours au recrutement de contractuels. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ouvre le droit à l'obligation d'embauche de travail handicapé. Permet de bénéficier du réseau en fait, de placements spécialisés. Donc, ils sont aussi présents Cap Emploi et toutes les orientations en fait, pour les orientations au milieu ordinaire. Et permet de bénéficier des aides financières. Donc, la GFIP est présente ici, elle l'a dit tout à l'heure. Les avantages de la RQTH, adaptation du poste, aménagement d'horaire ou de poste. Retraite anticipée, ça a été dit tout à l'heure. Personne handicapée n'est pas obligée de prévaloir de sa décision de RQTH lors de sa recherche d'emploi. Elle n'est d'ailleurs jamais obligée d'en informer son employeur ou quiconque. C'est son droit. C'est dur en fait, c'est son droit et personne ne peut communiquer là-dessus. Nous sommes sollicités vraiment souvent par des employeurs qui disent en fait, je ne comprends pas mon salarié, est-ce qu'il n'a pas un dossier chez vous? Je ne peux pas répondre. Par contre, je peux demander aux référenciations professionnelles qui a suivi cette personne pour l'inciter à lui dire, vous vous plaignez de votre travail, etc., vous avez des difficultés pour les aménagements, on vous conseille fortement de voir avec votre employeur. En fait, pour nous, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est vraiment gagnant-gagnant. Le travailleur a un aménagement. J'ai des soins médicaux à faire, j'ai des verrouillages, etc. Le matin, avant 8h30, je ne peux pas être disponible. Je dois faire mes soins. Mais si je ne dis pas ça à mon employeur va me dire, mais tu commences à 8h, tout le temps présent qu'à 9h, donc il ne va pas comprendre. Par contre, si je lui présente ma RQTH, on pourra à ce moment-là discuter des choses possibles. Vraiment, ils pourront discuter en fait ensemble et trouver la meilleure solution. Aménagement d'horaire, aménagement de poste. Je ne comprends pas, l'employeur va dire, mais il ne reste pas en place, il bouge tout le temps, mais c'est un fainéant en fait. Non. En discutant en fait, ils vont pouvoir trouver un terrain d'entente, pouvoir dire non, il me faut des postes plus réguliers que les autres, etc.
Donc, je peux pas. Donc, là, c'est vraiment amener, et ce travail-là est fait hein, au niveau de l'évaluation pour dire aux gens, c'est vrai que la loi vous dit que vous pouvez garder pour vous. Mais quelque part, ça ne sert absolument à rien, je dis, hein, d'avoir une RQTH et de la conserver dans sa poche. Surtout si j'ai 25 ans, 30 ans, et puis en me disant que ça va me donner des points à la retraite, mais la retraite, elle est loin. On voit, elle s'éloigne de plus en plus. Donc, autant, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est une réalité. Autant communiquer dès maintenant pour se faciliter la vie au travail. Mais il faudrait qu'on milite pour changer la loi. Mais bon, en tout cas, c'est encore bien. Je suis responsable de mon dossier et participation à la vie sociale, à la vie citoyenne. Je suis citoyen, je décide de. Personne ne peut faire à ma place. OK. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas de RQTH, en fait, sans une orientation professionnelle. Hein. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut orienter la personne vers le milieu du travail ou vers le milieu professionnel. OK. Voilà. Et je m'arrêterai là, en fait. Je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Je vous remercie. Et je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions à vous poser. Juste une chose, les exemples que vous avez pris, ce sont des cas qui se sont produits. Qu'est-ce que la personne qui garde la RQTH dans sa poche, si j'ose dire, comment justifie-t-il le fait de ne pas, comment dirais-je, en informer parce que ça va débloquer les choses? On l'a dit tout à l'heure, il y a le regard des collègues. Des collègues, il y a tout le poids qui est porté. Comment ce sera perçu? Parce qu'il y a des situations en fait, qui sont visibles et invisibles. Une maladie invalidante, personne ne voit, personne ne sait. Si je dis que j'ai une RQTH, quelqu'un va vouloir savoir pourquoi. Et brusquement, je dois communiquer. Je parle l'exemple de quelqu'un qui doit porter des protections au niveau du travail. Une couche, par exemple. Je dis ça comme ça. Ça arrive. La collègue est avec vous, vous ne savez pas. Mais elle n'a pas à communiquer là-dessus. Mais du moment qu'elle va dire qu'elle est en situation de handicap, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, les gens sont réticents, en fait, à présenter. Ça suppose un travail à faire aussi au sein de l'entreprise, chez les autres collègues. Travail énorme, de compréhension, de tolérance, en fait. Aussi. Et simplement se rappeler que le collègue, la collègue, c'est une personne. C'est simplement ça, c'est une personne. Situation de handicap, mais c'est une personne comme tout le monde. Merci en tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le cadre de l'échange débat.